Bon, bonjour à tous. On va attendre l'arrivée de l'invité. On va attendre l'arrivée de Professeur Geek. L'idée de faire ces petits lives, c'est de discuter un petit peu des études, de la vie étudiante. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas très 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 fun pour les étudiants et ça l'est de moins en moins et c'est un peu flippant. Je pense qu'il faut qu'on soit très attentif à la santé psychologique des étudiants, puisque c'est nos collègues de demain. Et donc voilà, il faut qu'on soit un peu attentif. Donc ce que j'ai proposé aux différents invités, c'est de faire des lives pour qu'on discute un petit peu de la vie étudiante, de notre vie étudiante, et que vous puissiez voir que finalement les problèmes que vous rencontrez peut-être sont des problèmes qu'on a rencontrés nous aussi et qui n'empêchent pas que la vie continue et qu'on puisse faire ce qui nous plaît derrière. Alors vous, chez vous, il est probablement 18h. Chez moi, il est midi. Et en plus, il y a de la pizza au labo là, donc j'espère qu'ils vont m'en laisser. Hein, c'est pas sûr. Donc voilà. Donc Professeur Geek, je crois que tu t'es connecté. Donc si tu peux demander à rejoindre le live. Je sais pas si il m'entend, mais je pense que oui. Alors, hop, clac. Voilà. Donc, on va attendre que Professeur Geek se connecte. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, dans le chat. Yes. Hey. Salut mon pote, ça va? Salut, ça va et toi? Je sais pas si on m'entend. Ouais, moi je t'entends bien en tout cas. Ok, c'est nickel. Écoute, je suis dans les post-traitements d'examen CIDES, là je suis en train de m'arracher les yeux, mais tout va bien, tout va bien. Ok, parfait. Parfait, En parfait. plein, en plein sujet, tu vois. Ouais. Bon, écoute, merci d'avoir accepté de faire ce live. Je pouvais pas Je ne peux aider pas. si je Je, peux aider des petites chaînes à monter, tu sais, c'est toujours moi ouais, j'aime ça. c'est sympa. Merci. Mais c'est vrai que t'as été d'une grande aide pour ça. Non, merci d'avoir accepté. C'est sûr qu'on pouvait pas ne pas commencer par toi pour cette série de live. Alors, ce que je disais, c'est que l'idée de ce live, c'est de discuter un peu de la vie étudiante, de discuter un peu avec les étudiants des études, de nos études, puisque nous, on a fait à peu près les mêmes études, hein. Enfin, c'est-à-dire on a Ouais. fait les études de médecine, et de voir un petit peu ce que nous, on était comme étudiants pour leur montrer que finalement, les problèmes qu'ils rencontrent avec le Covid sont probablement un peu exacerbés, mais finalement, on a probablement été tous étudiants de la même façon, enfin pas tous de la même façon, mais je veux dire, on a tous eu des problèmes en tant qu'étudiants, on a tous eu des galères, on a tous eu des moments cool, et que ça nous a pas empêché de faire ce qu'on fait aujourd'hui et de le faire avec plaisir. Et... Salut Pédurge, salut à tous. Donc voilà, l'idée c'est de présenter un petit peu des personnes qui sont beaucoup suivies sur les réseaux et pour qui les gens sont probablement inspirés, et de voir que ces gens-là finalement sont des humains avant d'être des monstres des réseaux sociaux. Bon, je sais pas ce Donc, que je vais pouvoir dire derrière ça, mais vas-y, non, je t'écoute. non, mais bon, enfin, on commence par toi parce que tu es un peu le parrain, non? Ici, t'es un peu le parrain des réseaux. Je pense que les étudiants de Dijon ont beaucoup de chance de t'avoir comme prof. Et puis en plus, tu fais partager tes connaissances et ta grande pédagogie grâce à ta chaîne YouTube et à ce que tu fais sur les réseaux et à ton immense sens de l'humour aussi. Du coup, les gens ont envie de savoir, puisque quand même tu es professeur des universités, donc tu représentes finalement le haut de la pyramide, le haut de la pyramide du savoir. Ils ont envie de savoir comment t'en es arrivé là.
Et surtout, dis-nous un petit peu, avant d'arriver à la fac, quand tu étais au lycée, tout ça, tu étais plutôt un étudiant modèle, toujours avec des bonnes notes, ou est-ce que tu étais plutôt un gros glandeur? Non, j'étais pas terrible. On était dans un lycée, alors avec ma bande de potes, on a tous fait médecine, hein. On était dans un lycée un petit peu élitiste, Ouais, qui était destiné à la haute bourgeoisie dijonnaise. Les Dijonnais qui nous écoutent le reconnaîtront peut-être. Et les 10 derniers de la classe, c'est pas compliqué. On était 31, hein, donc les 10 derniers de la classe, c'était notre bande de potes et on a tous fait médecine. Et on n'a pas tous eu le concours. Deux tiers d'entre nous ont eu le concours. Donc non, j'étais très mauvais en maths. J'y arrivais pas. Pourtant, je travaillais, mais j'étais très très mauvais. J'y arrivais pas. Dès qu'il y avait toujours une erreur de signe, une erreur de virgule, j'avais toujours 5 sur 20. J'avais 5 sur 20 de moyenne en maths en première S. Voilà. c'est Non, marrant ça quand même. j'étais. Et puis par contre, j'ai eu le bac avec une mention. J'ai eu une mention bien au bac. Ce qui prouvait bien que bon, le lycée où j'étais, vraiment, ils sous-notaient tout. Donc voilà, non, mais on était quand même une bonne grosse bande de branleurs quand même. Notre film culte, c'était le Péril Jeune, je sais pas si tu l'as vu. Ah ouais, si, bien sûr. On voulait vivre comme dans le Péril Jeune. Alors pour Ouais. les plus jeunes d'entre vous qui n'ont pas vu ce chef-d'œuvre, allez le voir. Ah ouais, si, faut le voir, il est marrant. Avec Romain Duris, Exactement. exceptionnel. Exceptionnel. Ouais, donc plutôt finalement, bon, finalement, ça peut rassurer. Je sais pas s'il y a des lycéens qui nous regardent. Ils sont au lit, non, ça va, je sais pas, il est quelle heure? 18h. Et du coup, ouais, non, mais c'est aussi ça. C'est-à-dire que finalement, les gens qui font médecine et qui réussissent médecine ne sont pas forcément ceux qui ont une mention très bien au bac et qui ont 20 sur 20 en maths, quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Non, Et alors puis, après, oui, oui, oui. Bah après, je pense que c'est surtout les gens. Enfin, je connais pas très bien la réforme et j'ai l'impression quand même que ça broie pas mal les étudiants, mais euh, c'est les gens qui ont une capacité à apprendre des trucs par cœur sont les gens qui réussissent première année de médecine. Je pense que personne n'est dupe de ça, quoi. Et apprendre des cours par cœur, n'importe qui peut le faire, en vrai. ouais, c'est vrai. Puis ça présage de rien finalement dans la suite des événements, hein, parce que Oh, ça non. ça, clairement pas. Mais ça, du coup, bon, c'est quand même vachement intéressant. Et du coup, toi, donc, t'as eu ta première année du premier coup ou tu l'as fait en deux fois? Non, du deuxième coup. Alors bon, on était quand même, oh là là, on était quand même. Alors resituons un petit peu le contexte. Nous étions en 1998. Ouais. La France venait de remporter sa première Coupe du Monde de football. Et donc c'est cette année que tous les gens qui n'avaient jamais regardé le foot de leur vie s'y sont intéressés, et en particulier moi. C'était à une époque où on pouvait fumer dans des trains. Et à cette époque-là, comment dirais-je, Lou Bega était en tête des ventes avec Mambo Number 5, vous savez, one, two, three, four, five, voilà. Et Wow. donc à cette époque-là, nous étions en 1998, et donc je me suis inscrit j'ai eu mon bac, je me suis inscrit en fac de médecine, et l'année 98-99, j'ai passé ma première PACES. Et il faut savoir qu'à Dijon à l'époque, les promos, le numéro de sécu, c'était 89. Ah Donc oui, quand même. il y avait aujourd'hui pour info, c'est 250 à Dijon, hein. Donc il y avait genre entre 6 et 800 Gugus, on arrivait à tous tenir dans des amphis, et ils en prenaient 89. La première année, j'ai fini 121e. J'avais kiné. À l'époque, il y avait médecine, alors pharma c'était à côté, hein. Il y avait que médecine, kiné et dentaire. Hmm. Moi, j'étais admissible en kiné. Et donc, j'avais le choix entre retaper et risquer de tout perdre. Enfin, c'est un choix que les passés actuels connaissent bien, hein, ou tenter médecine. Tous mes potes avaient aussi planté la première année. Donc, bah, du coup, j'ai dit, je vais faire comme mes potes. C'est chiant si je passe et que ils sont encore c'est chiant. Du coup, j'ai redoublé. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? En fait, la différence entre les deux fois, la première fois, je me suis mis à bosser. J'ai mis longtemps à comprendre un peu, que ce qu'il fallait que je fasse, c'est m'organiser pour pouvoir bosser assez longtemps pour apprendre tout par cœur, en fait. Le jour où j'ai compris ça,
Voilà, j'ai dit, oh là là, mon Dieu, mais la biostat, j'arrive pas à comprendre. J'ai tout appris par cœur. Oh là là, mais l'anatomie, vous allez visualiser pour la retenir. J'ai tout appris par cœur. La chimie, il faut quand même comprendre. J'ai tout appris par cœur. Donc j'ai décidé ça à peu près en milieu de la première passesse, et puis c'était un petit peu trop tard. Du coup, j'avais un peu tergiversé à acheter des bouquins de stats pour essayer de comprendre ce que c'était que la biostat vraiment et tout ça. Bon voilà, donc en fait j'ai gratté, je suis allé à tous les cours, j'ai gratté tous les cours à la virgule près avec un dictaphone prêt à enregistrer dès que je ratais un truc. Je retranscrivais ça et je l'apprenais par cœur. Bon, ça effectivement, hein, ça rend très très intelligent. Il y a même des trucs que j'ai tellement vomi que je les retiens. Il y a encore quelques trucs de passesse que je sais encore par cœur aujourd'hui, tellement je les ai appris par cœur. Et donc, je m'y suis pris un peu trop tard la première année. Bon, après, moi, j'avais la chance d'avoir un environnement familial vraiment sans aucun problème. J'habitais dans la ville où je faisais mes études, mes parents avaient une grande maison, j'avais ma chambre, j'étais tranquille pour bosser. Enfin, vraiment, j'ai quand même pas eu ce qu'on appelle une enfance à problème, donc ça posait pas trop de problèmes. Et la deuxième année, j'ai fait ça, mais toute l'année. Et j'ai fini deuxième du concours Wow. sur 89. Mais bon, le 89e était aussi content que moi. Oui, je Et pense. voilà. C'est vrai. Donc j'ai eu PACES en 2 fois. Et du coup, est-ce que tu as eu cette expérience de la deuxième fois est-ce que tu as vraiment ressenti le truc où tu te dis là, c'est qui tout double? Si jamais je l'ai pas, je sais pas ce que je fais. Ou est-ce que tu avais un plan B? Parce que nous, à l'époque, on n'avait pas vraiment de passerelle Non. qui était vraiment bien définie, quoi. Donc, est-ce que tu as vraiment. Ça t'a posé problème, ça, d'être dans une espèce de coup près, quoi? En fait, on va en reparler, je pense, mais j'étais d'une immaturité quand même assez. En gros, on était très dans la bande de potes, ce qui aide beaucoup, hein. On avait une bande d'une dizaine de potes. Et si on plante, on parle un petit peu comme ça, on verra qu'est-ce qu'on fait, quoi. On verra. Peut-être on fera comme ce que faisaient tous les gens à l'époque qui avaient planté médecine. En gros, t'essayais bio, parce que bio c'est un peu, tu vois, c'est un peu scientifique tout ça. Soit on essaye pharma. Voilà, soit après on voit, mais c'était plutôt ça l'idée. La fac, ça me plaisait bien. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. Je voulais Ouais. faire, euh, je voulais faire médecine parce que je me suis dit, à partir du moment où je me disais à l'époque, à partir du moment où tu as passé le concours, t'es sur des rails, quoi. Tu vas Ouais. arriver dans le milieu professionnel, quoi qu'il arrive. C'était un petit peu notre façon de voir les choses à l'époque. Mais c'était quand même un truc que tu avais choisi parce que enfin, tu étais passionné par la médecine, ou il y a un truc qui t'attirait, ou tu as pris ça justement en se disant ouais, médecine, c'est pas mal. Non, je vais être honnête, c'était vraiment. Je voulais faire une école d'ingénieur. Une école d'ingénieur. J'en avais trouvé une qui était pas trop cotée, qui prenait après le bac. D'accord. Et j'étais allé à la journée porte ouverte de mon bahut. Il m'avait dit non, mais vous êtes quand même pas très fort en maths, alors c'est pas une bonne idée. Le prof de maths, il m'a dit non, mais vous êtes vraiment trop naze, c'est pas possible. Même le prof de physique-chimie a dit ah non, vous la prépa, ouais c'est. Du coup, après tous les, je dis la bande des Diglanders, ils avaient dit qu'ils faisaient médecine, donc on dit bon go pour médecine. Alors en plus on avait séché les cours pour aller à la journée porte ouverte de la fac de médecine, et on est arrivé à la fac de médecine. Et à l'époque, il y avait la corpo, l'asso, qui était dans une espèce de casse-tafouine sur le toit au 4e étage de la fac, là où il y a des salles de réunion maintenant. Et il y a des mecs avec des faluches qui commencent il était 15 heures, on avait 17 ans, et commencent à nous filer des cacahuètes et du pastis et des bières. Et c'est sûr qu'on me dit ouais, ça a l'air vachement bien quand même, ça se rapproche un peu de ce qu'on veut faire. De ton... Et on est retourné au lycée un peu éméché après, on s'est fait coller tout ça parce qu'on n'avait pas prévenu qu'on allait journée porte ouverte. Et du coup on a dit ah oui ça a l'air bien, la fac c'est vraiment c'est ça notre but dans la vie. C'est ça qu'on Donc tu veut, vois, quoi. je faisais pas partie des gens avec la vocation de l'espace, quoi. Et Non, clairement pas. du coup j'imagine, mais ça, moi, je le sais déjà, mais que du coup, dès que tu as eu ta première année de médecine, la première chose que tu as faite, c'est aller voir les Faluchards, non? Je sais, ouais, peut-être la deuxième après avoir arrosé ça. Oui, on était
on était très, 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 très fêtards. J'étais dans une bande de très, très gros fêtards, oui, ça c'est sûr. Ouais, donc Ça, c'est plutôt sûr. fêtard. Plutôt fêtard. Et Plus- durant toutes tes études, tu as été plutôt fêtard ou tu as eu quand même des années. Bon, j'imagine que la sixième année de médecine, c'était un peu moins la fête, mais Ouais, je sais même pas. pas, on dit la vérité. Ouais, J'étais, on était vraiment très, très dans la fête en deuxième année, en troisième année. ouais. En quatrième année, j'étais au bureau de la NEMP, donc du coup, il y avait quand même les soirées nationales aussi, donc c'était quand même pas mal aussi. En cinquième année, je suis allé au CRIT. Ouais, bien, ça, c'est bon, ça. La première année où j'ai fait la semaine complète du CRIT. Alors effectivement, ça se calmait un petit peu. Il y a eu cette grosse semaine-là, puis ça se calmait un petit peu. Et puis bah non, en sixième année, là par contre, j'ai bossé toute l'année. Mais ouais, on a beaucoup tout fait en deuxième, troisième et quatrième année. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Ouais, bah, de toute façon, c'est un peu ça. On voit, là, il y a The French Radiologist qui veut des vidéos de toi au crit, hein. Tout le monde dit Ouais, qu'on a alors l'air de, heureusement à l'époque, il y avait pas, c'était l'accès à la vidéo numérique n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. il doit y avoir des VHS qui traînent Donc je dois avoir quelques, dans les labos de la photo. je dois avoir quelques cartes MMC de 4 mégaoctets sur lesquelles il y a du dossier. Mais d'ailleurs, Et, si des étudiants dijonnais vous regardez attentivement le mur de photos de la corpo, à mon avis, ils pourraient y faire des découvertes. Mais bon. et moi, j'ai une question quand même, parce que il y a vraiment deux teams dans les étudiants. Alors, je crois que les étudiants en médecine, c'est sûr. Coucou Les, Sarah. les... Ouh là là, ça va sortir les dossiers, là. Et est-ce que toi, tu étais du genre à colorier tes bouquins avec des stabilos? Alors ça, c'est parce que je pense qu'il y a Ouais. vraiment deux teams. Et je sais pas si les gens qui nous suivent sont probablement, vous pouvez nous dire si vous êtes de la team stabilo ou de la team je touche pas mes bouquins, c'est trop Moi, sacré je de l'ai. savoir. Salut Greg. Ouais, alors moi, oui, je stabilise mes bouquins. Et je fais partie de ces gens qui étaient suffisamment cons pour tout surligner à un point où en fait, le surlignage, ça voulait juste dire, j'ai déjà vu cette page. Ça Ouais, n'avait voilà, aucune autre utilité. c'est Parce que tu avais contre-intuitif. le rouge très important, le vert pour les, enfin, on a tous un code, le vert pour les complications, le orange pour les traitements et le jaune pour les trucs de base. Ce qui fait que les bouquins étaient entièrement jaunes. Et voilà. J'ai eu une période où ça coûtait cher en stabilo, je suis pas très soigneux, donc je faisais écrire de couleur. Mais le problème, c'est que les crayons de couleur, ça marche que sur les bouquins qui sont pas glacés. Et ouais, pas Et tous les collèges, c'est non. à l'époque, il y avait l'édition VG intermède qui était en papier glacé, donc ça faisait chier, tu pouvais pas les colorier. Donc du coup, La gouache. c'est ce qui m'avait fait choisir la collection, c'était les Medline, ou c'était plus du papier journal moche. Donc j'avais acheté plutôt les Medline. À l'époque, effectivement, les problèmes du collège, tout ça, on se le posait un peu moins. Moi, j'avais choisi des bouquins essentiellement sur la pagination en me disant que si c'était écrit dans un bouquin, ça pouvait pas être complètement con. Et puis s'il y avait une virgule de différente, on adapterait ça à la préparation en D4, quoi. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est intéressant parce que je pense que aujourd'hui, les supports de cours, les façons, les trucs, c'est hallucinant. Comme ça s'est diversifié, je pense que ça perd aussi pas mal les étudiants, mais c'était clairement le cas pour nous. Je veux dire, on arrivait à la BU en cardio, il y avait 70 bouquins différents pour la bosser. Et honnêtement, et clairement, le collège n'était pas le truc le plus didactique. En tout cas, Parce qu'à l'époque, les collèges, ils bossaient moins avec les éditeurs. Moi, dans ouais, les années 2000, tu avais des collèges qui étaient espèces de polis disponibles en ligne. Et ils étaient pas souvent édités par ça s'est arrivé un petit peu après, dans les années 2010, ouais. quand les labos ont commencé à moins arroser les collèges et qu'il fallait que les collèges, ils aient une autre source pardon, j'en appelle, une autre source de revenus. Enfin bon, c'est comme ça que je l'interprète, mais je suis peut-être un petit peu. Non, non, bah, c'est ça, ouais. Et du coup, ta spécialité médicale, là, donc je vu quelqu'un qui te demandait ce que tu faisais, tu es donc interniste. Tu l'as choisi comment? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que tu es allé dans le service de médecine interne et puis tu as croisé le chef qui avait des cacahuètes et puis du pastis et tu t'es dit, oh, ça n'a pas l'air trop mal, cette spécialité? Ouais, c'était à peu près ça. Non, là, pour le coup, c'est des trucs de stage. Je suis passé en D4 en médecine interne, dans le service de médecine interne 1 mais qui s'appelait médecine interne du professeur Lorcerie à l'époque, et puis le service du professeur Benoît. Et puis j'ai bien aimé leur manière de voir les choses. Puis quand tu es en D4, c'est la première fois que tu arrives à
à faire. J'avais fait le tour, mon premier tour, et j'avais une vision à peu près globale du programme. Et pour la première fois, je comprenais un peu ce que les médecins se racontaient, juste parce que pendant tout mon externat, je pannais absolument rien de ce qui se passait autour de moi. Et on va sûrement en parler, j'avais élaboré un certain nombre de techniques pour euh, pour avoir l'air intéressé pendant les stages quand j'y allais. D'ailleurs, note à mes externes, je les connais toutes. Vous pouvez rien me faire. Et donc du coup, j'avais bien aimé le stage de médecine interne pour ça. J'avais bien aimé l'aspect faire de la médecine hospitalière, ça me plaisait bien, travailler en équipe, et puis ne pas être obligé de s'hyper spécialiser dans une spécialité d'organe. Du coup, bah c'était un peu ça allait. Et puis en plus, comme tous les gens qui passent l'internat, je m'étais dit, du coup, je serais probablement pas malheureux en médecine G. Mais la médecine interne, ça me conviendrait plus pour le côté, je pensais, hospitalier. J'avais un peu peur de tout le côté installation, responsabilité et isolement de la médecine G, que je connaissais pas bien, parce qu'à l'époque, on faisait pas de stage en médecine G. Donc, j'ai dit, bah, partons sur la médecine interne. Et puis, j'avais un classement qui m'a permis de le faire. Donc, bah, j'ai dit go, médecine interne. Mais je suis passé par plein d'idées, hein. J'ai voulu faire médecine G, j'ai voulu faire urgentiste. Mon Dieu, heureusement que la Providence m'en a protégé. J'ai voulu faire, je m'étais dit gastro dans un moment. Et puis la médecine interne, c'est vraiment un truc qui est apparu plutôt en D4, parce que je trouvais que c'était bien de pas être obligé De de choisir une seule organe. une certaine légitimité dans un petit peu tous les domaines, d'être un peu curieux de tout et ouais, c'est ça. Alors on demande souvent des avis, mais voilà, c'est-à-dire que quand on a un malade qui passe en ACFA, bon, ça va, on sait gérer. Quand on a une électrophorèse avec un pic monoclonal, ça va, on sait gérer. Un syndrome néphrotique, bon, ben, on commence un peu le bilan avant d'appeler le néphrologue pour la biopsie, tout ça, quoi. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant. C'est le côté vraiment médecine hospitalière polyvalente. Ouais, bon, bah, ouais, non, mais c'est une super spé. Moi aussi, j'ai longtemps hésité avec ça. Juste pour revenir sur les études, qu'est-ce qui a été le truc qui t'a foutu le plus la frousse pendant tes études? Je veux dire, est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose où tu disais, est-ce que c'était le fait de se dire, putain, je serai jamais un bon médecin, ou j'arriverai jamais au bout de mes études, ou j'aurai jamais le temps de connaître tous mes cours, ou je serai super mal classé à l'internat? C'était quoi ta plus grosse angoisse en tant qu'étudiant en médecine, finalement? Si tu en Ouais, avais, hein. c'est une question difficile. Vraiment, là, je crois que j'étais très, très, très immature dans les études de médecine. Avec ma on est vraiment avec ma bande de copains en mode, mais parce qu'on était 10, hein, comme ça, en mode YOLO, et on s'en foutait de tout, mais d'une puissance. Et donc, alors effectivement, il y a une petite angoisse qui arrivait un peu et avant les examens, le panic monster qui me forçait à bosser comme un taré avant les examens pour passer toujours à la corde. Mais en D4 un peu, ouais, en D4, dire bon bah voilà, en D4, ce que je retrouve un peu chez les étudiants aujourd'hui, c'était l'angoisse que l'énorme investissement que je fournissais soit pas récompensé à sa juste valeur, de ne pas avoir un classement potable comme récompense d'un très très gros travail. Ça m'angoissait, c'est-à-dire de m'investir dans un truc qui serait pas rémunéré entre guillemets. Les histoires de je vais pas être un bon médecin, tout ça, j'avoue que je crois que j'étais pas assez mature pour penser à ça. Et je m'aperçois que les étudiants que je reçois aujourd'hui sont probablement beaucoup plus matures que ce que j'étais, parce que ça les préoccupe très très tôt. Alors que nous, alors après, c'est compliqué, ça commence à remonter un peu, si tu veux. Pour moi, je vous parle des années 2000, voilà, c'est vrai. Mais peut-être que tu sais, tu idéalises ces années-là. Peut-être que j'ai refoulé des trucs. Il y a eu des moments un peu difficiles, sûrement, mais j'ai vraiment pas de souvenir d'avoir eu d'angoisse existentielle, etc. Mais probablement parce qu'on était vraiment, vraiment cons, vraiment insouciants et qu'on était vraiment très, très immatures. Très Est-ce que immatures. t'as souffert de l'encadrement de la faculté? Alors, je veux dire, tu vas pas cracher sur la faculté dans laquelle maintenant tu officies, mais non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment eu des moments où tu t'es dit J'ai ils eu mon n'étaient pas très côté, aidants? j'ai eu ma période un peu syndicaliste quand j'étais à la NEMF, ou dès qu'il y avait un cours qui nous plaisait pas, au prof qui venait pas, je prenais une lettre à en tête de la NEMF et j'écrivais au doyen. J'ai fait ça dans un moment. Le doyen de l'époque, Monsieur Giraud, il s'en rappelle encore. J'ai eu des stages avec des gens très grossiers ou
puant, voire même, j'hésiterais pas à le dire, ou, ou un peu maltraitant, dont certains sont encore en exercice d'ailleurs aujourd'hui. Mais on essayait toujours de compenser ça en étant entre une promo de 89, c'est pas beaucoup, hein, tout le monde se connaissait, donc c'était toujours avec quelqu'un que tu connaissais très très bien. Et comme ça, on se serrait les coudes en leur disant, mais on se foutait de sa gueule dans son dos. Dans les stages pourris, on les récompensait en n'y foutant pas les pieds ou en organisant une espèce un complot pas possible pour se barrer et pour jamais faire le boulot qu'ils nous demandaient et pour enfin bon, bref. On compensait les comportements maltraitants par une espèce de nonchalance presque agressive de temps en temps, mais qu'on organisait collectivement. Enfin bref, et du coup, ça a jamais réussi à vraiment nous toucher, mes potes et moi. Donc nous, on n'a pas souffert de ces comportements qui existaient bien sûr déjà. Je parle de stage à l'hôpital. Hein. Ouais. Le bloc pour moi c'était un truc, c'était l'horreur, je détestais ça, j'étais obligé de faire un stage, donc je suis allé le moins possible parce que je supportais pas cette ambiance, je supportais pas tenir le machin. Tu sais quand tu mets le truc là, le machin, et l'infirmière, t'as touché. J'ai touché quoi? J'ai rien touché. Non, il est tombé trop vite le truc. Ah bon, bah, recommençons. Et toi, tu vois le chirurgien qui arrive, hop, il enfile le truc, blah, il met les mains dans le patient. Mais lui, pourquoi il a fait comme ça? Voilà, ça j'ai pas trop aimé, effectivement. Et puis, du coup, non, la fac, il y avait des trucs pourris, il y avait des examens pas terribles, des cours pas terribles. Il y en a toujours eu, mais les cours, on n'y allait pas trop. Voilà, moi, mais j'ai des souvenirs durs pendant l'internat. Ouais, là, des trucs vraiment violents pendant l'externat, mais c'est peut-être parce que c'est trop loin que j'ai idéalisé. Moi, j'ai souvenir vraiment d'une insouciance, de vraiment de rien à faire. Enfin, YOLO, on se fiche du lendemain. Si on a des deuxièmes sessions, on a des deuxièmes sessions. Et dans la bande de potes, je suis le seul qui a pas redoublé. Ils ont tous retapé au moins une fois, c'est cochon. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, alors ça, moi je connais cette anecdote et elle est hyper marrante. Donc je sais pas si tu veux la raconter. Donc aujourd'hui, le professeur Hervé Devilliers est quand même une sommité dans le monde de la LCA. Tout le monde le connaît pour ça. Mais ça n'a pas toujours été une grande histoire d'amour entre toi et la LCA. Et de la lecture critique d'articles, n'est-ce pas? Tu peux nous dire à notre audience. Quand j'étais quand j'étais au bureau de la NEMF en 2002, on avait un corpus de revendications pour la réforme des ECN avant les ECNI, donc a commencé en 2004. Bon bref, parce qu'il faut quand même dire aux étudiants que avant 2004, vous n'étiez pas obligé de passer le concours en fin de 6e année. C'est un truc que moi j'ai connu, ce changement-là, où il y avait pendant les études les gens en mode un peu YOLO, on va pas passer le truc. Voilà, on va faire médecine générale dans notre région et on sera très heureux. Et les mecs disent, oh non, moi j'y vais à fond, voilà, et puis qui avaient leur classement. Et c'est l'année de ma promo à moi que ça a commencé à ce que tout le monde soit classé. Donc déjà voilà. Et donc bref, pour ce concours-là, il y avait des gens qui avaient dit, ouais, faut faire de la lecture critique d'articles. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Nous, on va déjà apprendre ce que c'est qu'un infarctus, qu'une embolie pulmonaire. Vous allez nous emmerder à faire des stats. On a déjà fait en P1, on veut pas en entendre parler. Et donc, j'ai fait des manifs devant le ministère contre l'intégration de la LCA aux ECN. Alors du coup, l'année où nous on a fait la grève avec la NEMF, on a réussi à repousser en 2008. Du coup, en 2008, on savait qu'on serait tous internes, donc on s'en foutait un peu. Hashtag vision à long terme. Ouais. Et du coup, la LCA a encore été repoussée après parce que il y a eu un énorme problème qui existe toujours. On va pas rentrer dans le détail là, mais vraiment les objectifs pédagogiques ont jamais été clairement définis. Du coup, l'enseignement était extrêmement hétérogène entre les facs, très compliqué. Et donc, les étudiants ont toujours gueulé pour ça et ça a été repoussé jusqu'en 2010, je crois. Ouais. Et la première épreuve de LCA, je sais plus si c'était 2009 ou en 2010. Et donc, je fais partie des gens qui ont fait la manif devant le ministère pour qu'on n'ait jamais de LCA à l'internat.
Et l'ironie du sort a voulu que je me suis intéressé à la recherche clinique après, j'ai fait un master 2, j'ai fait des tests de stats, des machins, des trucs. Et c'est moi qui étais c'est une des raisons en réalité qui a fait que j'ai pu être nommé PUPH, parce que j'ai eu cette opportunité d'avoir cette charge d'enseignement là. Et donc effectivement, voilà, c'est un peu l'ironie du sort. J'étais contre et je suis toujours pas complètement convaincu que c'était vraiment le truc le plus important à évaluer en fin de deuxième cycle. Mais bon, on va pas polémiquer là-dessus. De toute façon, mais ceci dit, quand je vois le niveau de discussion des étudiants actuellement, notamment sur les raoulteries récemment, je pense qu'on a quand même fait un petit peu de bien à la médecine en faisant ça. Mais je pense que ce soit une épreuve classante qui porte là-dessus et qui rende les gens comme on les voit, je suis pas convaincu que c'était la meilleure idée de la Terre. Mais bon. Donc, si on résume, t'étais très mauvais en maths au lycée. Du coup, pour toutes tes études, c'est probablement pas ce qui t'a échauffé. Tu as manifesté contre la réforme de la LCA. Et puis finalement, tu deviens professeur des universités et tu deviens référent quasiment national auprès des étudiants, en tout cas, de la LCA. Donc, c'est marrant parce que ça fait dire quand même aux étudiants que, en fait, ce qui se dessine pendant leurs études ne présage en rien de ce qu'ils feront 10 ans plus tard. Tu veux dire si vous êtes obèse, alcoolique et mauvais en maths, vous pourrez être professeur, c'est ça que tu veux faire passer comme message? Ah non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça parce que non, mais ce qui veut dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui la LCA ils sont nuls qu'ils seront jamais bons en recherche clinique et ils seront jamais des tueurs en lecture critique d'articles. C'est pas parce que aujourd'hui il y a quelque chose qui leur paraît complètement obscur et pour lequel ils n'ont aucun intérêt que ils en auront jamais aucun, enfin qui n'éprouveront jamais de plaisir à faire ce genre de choses plus tard. Franchement, moi, je les redécouvre aujourd'hui en recherche fondamentale ou même des trucs de biochimie, de biophysique, de génétique que j'avais littéralement vomi pendant mes études en disant mais c'est vraiment le truc le plus nul de la Terre. Et en fait, aujourd'hui, je les réapprends et je les utilise avec beaucoup de plaisir. Donc, c'est assez marrant. Et donc, il ne faut pas s'enfermer dans ces années qui vous formatent en disant ouais, vous n'êtes pas bon à LCA, donc machin, vous ne serez pas des bons. En fait, tout ça, ça va drastiquement changer après. Et en fait, les possibilités étant infinies et elles sont clairement pas connues par. Et je pense j'espère qu'au fur et à mesure de ces lives, vous verrez que les gens ont pas forcément projeté depuis. Oh là là, mon Dieu, professeur. Ouais, non, tout va bien. Et ils n'ont pas tous projeté, en fait, depuis qu'ils ont 4 ans, de devenir ce qu'ils sont actuellement. Et clairement, cette diversité, elle est vraiment hyper cool, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Oui, je peux. Et puis et aussi quand même une des épreuves que j'ai notablement repassées en deuxième session en cinquième année, c'est la médecine interne et épreuve d'immunologie clinique. Donc, en plus, quoi, donc t'as un des rattrapages que tu as eu, c'était la spécialité que tu fais aujourd'hui. Ouais, c'est typiquement ça, quoi. Typiquement ça. Je pense qu'il y a eu pas mal de petites questions dans le chat qui sont des questions diverses. Je vais essayer de les reprendre pour qu'on puisse y répondre, que tu puisses y répondre. Alors, je crois qu'il y avait une question. Mon Dieu, beaucoup de questions. Il y a eu quelques questions qui ont été posées avant. Donc, je pense qu'on a répondu au fait que tu étais. On demandait si c'était plutôt fêtard ou studieux. Je pense que les gens ont eu la réponse. On t'a demandé l'année la plus difficile dans ton cursus. L'un n'empêche pas complètement l'autre. L'année la plus difficile, c'est compliqué parce qu'il y a différentes choses qui peuvent être difficiles. Les années qui ont été difficiles, mais ça va être comme tous les étudiants en médecine de la Terre. Je pense que c'est la première année, la sixième année et pas très loin derrière quand même. Il y a la première année d'internat. Pas la même difficulté, mais je dirais que ça a été quelque chose d'assez violent. Hein. La PACES, il faut
il faut comprendre ce que je dis. Moi, quand je suis désolé, hein, il y a peut-être plein de gens qui vous diront le contraire. Quand j'ai compris qu'il fallait tout apprendre par cœur, j'ai tout compris. L'internat, il y a eu des gros moments, des gros passages à vide, mais non, j'y arriverai jamais, etc. Cette année-là, oui, il y en a eu, parce que à concours blanc où je me fais éclater, bon, mais qu'est-ce que c'est que, voilà, pourquoi j'ai fait tout ça, etc. Et la première année d'internat, parce que on est confronté à une réalité la réalité du boulot d'interne qui est d'une violence inouïe. À des confrontés au milieu de la nuit, à des décès, enfin à des réanimations, à une garde, ma première garde d'intérieur à l'hôpital du Bocage à l'époque, où je me prends un arrêt cardiaque dans le secteur ce qu'on appelait les hémorragies digestives, les hémos. Voilà, okay. Le mec. Il y a ce cacadoc, la gastro, c'est l'enfer la nuit. Une cirrhose de l'espace, un pouce-seringue de Risordan parce qu'il a de dinitrate d'isosorbide parce qu'il a un OAP, et puis l'interne gastro dit bon, tu peux pas lui mettre de l'azéline, tu veux faire un syndrome cardio-rénal, hépatorénal ou je sais pas quoi. Donc s'il se dégrade, t'appelles les réa. Ah d'accord, bon, mais les infirmières m'ont appelé, il avait je sais pas, 23 de tension, il respirait comme une planche à repasser, et puis il me fait un arrêt devant le nez. L'infirmière me demande docteur, t'appelles le docteur, et les infirmières de nuit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fait? Mettez de l'adrénaline. Elle me dit combien? Je ne sais pas. Beaucoup. Et je me rappelle de ça, j'ai dit 4 milligrammes. Alors pourquoi 4? Pourquoi 4? Pourquoi pas 8 ou pourquoi pas 2? Je ne sais pas, j'ai dit 4. Et l'infirmière, c'est là où je l'ai vu casser la 4e ampoule, je me suis dit c'est peut-être un peu beaucoup. Et effectivement, le malade est passé de arrêt cardiaque à 23 de tension à nouveau. J'avais les jetons, les réa est venu, ils l'ont intubé sur place. Ensuite, il n'y avait pas de place chez eux, donc ils m'ont laissé avec le respi de transport en disant bon, on te laisse passer des coups de fil pour trouver un lit. Le mec du SAMU me dit mais j'en ai rien à branler de ton histoire, rappelle-moi quand tu auras un lit. Et j'ai vécu ça quoi. Premier semestre à 4 du mat, tu te mets à appeler toutes les réachir. Le gars te dit mais moi j'ai des blocs de main, qui j'ai une histoire de cirrhose, là, je sais pas quoi, je veux pas entendre parler. Et donc je me revois à cette scène avec tout seul, l'infirmière encore à côté, une odeur de méléna dans l'air, le néon qui fait zzz, 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 et le respi de transport qui fait zzt, zzt. Et le seul bouton que je savais utiliser, c'était stop alarme, sur lequel j'appuyais toutes les 23 secondes, qui était le délai de déclenchement de l'alarme obstruction. Le mec de réa qui l'intube, ça fait comme ça, dire oh t'as dû casser des côtes, c'est normal quand on n'a pas l'habitude. Non, j'ai cassé des, enfin voilà. Et là, je crois que il y a un interne d'anesthésie dont je revois encore le visage qui était à côté du chef, qui m'a envoyé chier et qui a dû comprendre la détresse de son collègue, qui est descendu. Je le vois encore, le mec en vert dans un halo de lumière. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur, il a fait un arrêt, alors tu dois te rédaler, il dit c'était tout, pu respirer, les réa sont venus et t'as tubé. Très bien. Alors écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite place pour ton malade, et je vais le faire. Ah bah c'est gentil. J'ai encore moult Stimlox à distribuer dans cet hôpital. Alors, comment vous vous réveillez le lendemain d'un truc comme ça? Alors, les internes qui nous écoutent là, savent exactement de quoi je parle. Ça, d'appeler un mec au milieu de la nuit, je me rappelle, la même nuit, mais un gars qui te dit, mais je pose une question, il me répond, t'as eu ton diplôme dans une pochette surprise. Je ne dirais ni la spécialité ni la question, parce que c'est une personne qui existe toujours, parce que je lui posais une question chez un mec qui était dans une situation gravissime. Et je ne savais pas si on pouvait donner un traitement. Et le gars m'a répondu, t'as eu ton diplôme dans la pochette surprise, on me raccrocher au pif. Voilà. Et des malades dans le service, ou des familles qui, comme ils le font, des familles qui ont besoin d'extérioriser leur agressivité qui est liée uniquement à la souffrance de leurs proches. Et elle tombe sur les médecins, le système, l'infirmière, sur la première personne sur laquelle elle tombe, et c'est souvent l'interne. Donc tu te prends les foudres des familles.
le chef, le temps qu'il arrive, en général, bah, t'as eu le temps de les calmer. Et puis comme il a les galons, il a l'habitude, il a les mots qu'il faut, alors que toi, t'es des fois peu maladroit. Tout ça, ça a été, voilà, le premier semestre d'internat. Mon Dieu, j'ai l'impression de sauter dans un TGV en marche tous les jours. Ouais, non, mais c'est vrai. Ça dure 3 mois. Ouais. Mais c'est pour ça, je pense que quand on est externe, on voit les internes. Donc, enfin, quand on est interne, il faut se rappeler de ce qu'on avait été quand on a été externe. Et quand on devient chef, Ouais. il faut se rappeler de ce qu'on a été quand on a été interne. Et effectivement, ces premiers mois, on les a probablement tous vécus. Et c'est très important d'avoir beaucoup de bienveillance quand on va répondre aux gens au téléphone, même si c'est 4 heures du mat. Moi, j'ai exactement la même histoire avec sur mes premières gardes d'interne où je vais voir une douleur thoracique chez une personne qui avait été greffée la veille, allogreffe de moelle pour un lymphome, une jeune de 25 ans. J'arrive dans la chambre, il y avait, sans déconner, il y avait 20 pouces seringues, elle était scopée, puis elle me dit, ah, j'ai mal dans la poitrine. Alors, je dis, bah, ouais. Donc, tu prends ton stéto, tu examines, tu fais un ECG. Il y avait rien de particulier. Je dis, je vais quand même appeler le médecin d'astreinte. Moi, je suis pas hématologue. Elle est à J1 d'une allogreffe. Tu as des dizaines d'années-lumière de savoir exactement quelles sont toutes les complications. Mais elle m'a répondu exactement la même chose que toi. Mais c'est une douleur thoracique. Tu t'examines. Tu fais de la médecine, quoi. Et oui, mais bon, c'est quand même pas facile, quoi. Donc, il faut bien se rappeler de tout ça et surtout, et surtout garder une certaine humilité par rapport à nos collègues qui arrivent et se dire, bah, on était tous comme ça à l'époque. Il n'y a vraiment aucune exception. Alors, il y a pas mal de questions un peu en vrac sur les études. Peut-être rapidement un mot. Je ne sais pas si tu as un mot. Je ne sais pas si tu t'occupes beaucoup de la réforme PASS-LAS. Ça stresse énormément les Non, gens. ouais, on a un collègue, enfin, plein de collègues, mais à Dijon, on a un collègue qui est particulièrement à fond là-dessus. J'avoue que je peux pas, on peut pas tous s'investir dans tous les cycles d'enseignement parce que en ce moment, il y a une réforme quasiment à chaque année. Donc, c'est l'horreur, pour les étudiants, mais sachez que pour les enseignants de terrain, c'est aussi l'horreur. Donc, bah, pour la PASSLAS, l'impression que j'en ai, moi, mais vu de l'extérieur, c'est, oui, attends, je suis ouais. L'impression que j'en ai de l'extérieur, c'est que c'est énormément le ratio entre le bénéfice pour les étudiants, s'il y en a un, et l'investissement que ça demande à l'ensemble du système et à moyen constant, évidemment, et j'ai l'impression complètement délirante. C'est tout ce que je vois quand je m'entends parler dans les conseils de fac, de tous les profs qui s'investissent à essayer de faire monter le truc. J'ai ouvert ma boîte mail ce matin et il y avait un message dont le titre était J'ai envie de mourir. Et en fait, c'était j'ai envie de mourir. Ensuite, il y en avait 4 autres parce que tout le monde a répondu à ce message. C'est la copie d'un message qu'une étudiante de PASS-LAS écrivait au doyen, qui nous a pris aux tripes, mais vraiment, mais très long. Alors évidemment, on a fait tout ce qu'on a pu pour que cette étudiante soit prise en charge par voilà. Et donc, j'ai l'impression que la combinaison confinement, réforme à marche forcée, c'est vraiment une cata. Là, c'est la cata. J'ai l'impression que c'est la cata et que un certain nombre de choses qu'on pourrait régler en rencontrant les étudiants en difficulté en présentiel ne se règlent pas et continuent des situations qui pourrissent pour certains jeunes collègues d'une manière assez dramatique. Je ne sais pas quelle est la part de la responsabilité de la réforme là-dedans, du confinement là-dedans, ou de la situation personnelle de l'occurrence de cette jeune femme, de ce jeune homme, voilà. Mais je crois que le timing est très compliqué. Alors après sur le fond, de toute façon c'est comme dans toutes les réformes, hein, la philosophie c'est de dire faut arrêter de sélectionner le profil mention bien au bac, lycée scientifique pour la médecine. On a bien compris que c'est le truc qui était louable, mais dans les faits, ça se manifeste par une complexité telle à une période où on n'est pas disponible, où les gens de fac de médecine ne sont pas disponibles pour gérer ça comme ça le devrait. Ben on aboutit à des drames humains, quoi. Voilà le ressenti que j'ai de très très loin sur cette histoire de PASS-LAS. Je pense que c'était pas forcément le moment. Qu'on aurait peut-être pu attendre un petit peu, et je pense que les objectifs, enfin voilà, l'idée est bonne de vouloir changer de profil d'étudiant, mais en vrai,
dans les faits, c'est pas du tout ça, quoi. Pas bon. Hein. Ouais. Puis c'est souvent des réformes qui sont décidées, et puis après nous on nous en parle, c'est des usines à gaz, on doit s'adapter. Enfin, c'est effectivement, moi je pense que ce que tu dis est vrai sur le fait vu qu'il y a beaucoup moins d'interactions sociales entre les étudiants eux-mêmes et entre les étudiants et les profs, en fait il y a plein de problèmes qui se règlent pas, et il y a des choses qui s'accumulent, et très honnêtement, ça va être compliqué. Donc, bon, que penser de ces réformes? Effectivement, sur le fond, probablement une idée intéressante d'ouvrir le cursus à des gens qui sont pas, comme tu dis, dans le moule scientifique. À mon avis, le problème, il vient pas forcément des profils qui atterrissent en médecine, c'est probablement de l'offre en fait qu'il y a avant, où on a une offre qui est trop, qui est trop disparate entre une filière scientifique qui prend beaucoup de place et d'autres filières qui sont un peu, qui prennent beaucoup moins de place. En tout cas, c'est vrai que les réformes successives du lycée et compagnie, elles n'ont pas encore complètement solutionné ça, et que tant qu'on n'aura pas solutionné la diversité des étudiants avant la faculté, je pense qu'on aura beau faire tout ce qu'on veut des pirouettes, ce sera toujours compliqué. Après, il y a une autre question sur la LCA, parce qu'évidemment, les gens sont très, très, très inquiets par rapport à la LCA. Alors, avant que tu répondes, moi, je leur dirais, moi, j'étais pas forcément très bon à LCA. Je sais pas si je le suis aujourd'hui, mais très honnêtement, c'est des concepts qui sont très flous, parce que vous n'avez pas encore, quand on va travailler, quand on a sa spécialité médicale, quand on a son topic d'intérêt, quand on s'intéresse à un certain type de littérature, on va très facilement comprendre et mettre en pratique les concepts de la LCA. Et donc, ça permettra de les intégrer beaucoup plus facilement, et on devient de toute façon avec le temps un petit peu plus habitué à tout ça. Après, quelle est la clé pour réussir? Quelqu'un demandait s'il fallait faire des stages de recherche pour être meilleur en LCA. Personnellement, moi, ça peut aider. Ça peut aider, mais ce qui va aider dans un stage de recherche, c'est de se mettre dans un topic de façon, c'est vraiment s'intéresser à un sujet de façon importante, et de lire des articles dessus, et d'appliquer la lecture critique d'articles à des trucs pour lesquels on a une meilleure expertise. C'est vraiment la seule chose que je vois. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça. Bah, déjà, il faut acheter mon bouquin à 15 euros dans toutes les bonnes librairies. Ça, c'est la première chose. Et il faut en acheter plusieurs. Oui, Parce voilà. que il a été bien démontré si vous en achetez qu'un, vous aurez une bonne note, mais pour vraiment avoir un bon classement à l'ECN, être un bon médecin, il faut en acheter au moins 2. Et si vous en achetez 3, après voilà, là c'est quasiment l'hydroxychloroquine des études, quoi. C'est vraiment voilà. Donc il faut l'acheter. Voilà. Ensuite, le stage de recherche, clairement non. Enfin, à mon avis, on se destine à deux choses différentes. Lecture critique d'articles, c'est un terme un peu pompeux. La réalité, c'est compréhension d'articles en fait. Moi, je pense. Donc, faites un petit tour sur un document de cours. Je déconnais à propos de l'ouvrage que j'ai signé. Il y en a d'autres qui sont très bien, des collèges qui sont très bien. Il y a des polis de certaines facs qui sont hyper bien. Prenez le support sur lequel vous êtes plus à l'aise. Vous le tapez une fois et ensuite vous partez dans des entraînements. Donc les entraînements, ils se trouvent dans les annales. Vous faites déjà toutes les annales de concours et de concours blanc. Et depuis 2016, ça vous fait déjà de quoi vous occuper. Ensuite, vous faites les annales de votre fac des examens. Et à chaque fois qu'il y a une question que vous comprenez pas, une réponse que vous comprenez pas, vous allez dans le bouquin de cours. Et si vous comprenez toujours pas, vous écrivez un message à votre prof en disant vous avez dit là, mais je comprends pas, voilà. Et normalement, il ou elle devrait vous répondre rapidement pour vous orienter. Et puis c'est comme ça que vous allez progresser. Et puis alors moi les gens, moi c'est un peu moi qui impose le rythme. Pendant les blocs de cours où il y a de la LCA, il y a un article par semaine, donc paf 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 paf. Et puis je fais pareil pour les D4. Donc du coup, il y a, même si les gens n'ont pas trop le temps de bosser ça chez eux, il y a quand même un minimum, si j'ose dire, voilà. Sinon, je pense qu'il faut s'imposer un rythme c'est ça, d'un texte pendant l'internat, pendant l'année de révision de CN, un texte toutes les semaines, tous les 15 jours, c'est un bon challenge. Donc c'est de l'entraînement, parce qu'en fait la lecture critique d'articles, l'épreuve de LCA, c'est pas vraiment une épreuve de connaissance comme les autres épreuves, c'est surtout une épreuve de compétence. Et la compétence, ça va être savoir lire un article en moins de 30 minutes, parcourir un article scientifique en 20 à 30 minutes,
Et ensuite, dans un QC, dans un questionnaire de LCA, identifier des questions qui sont pas des vraies questions qui sont pas des vraies, qui sont des questions de cours déguisées. Donc ça, c'est de l'expérience. Quand on vous, voilà, il y a ensuite, il y a la question sur l'introduction, faut dire l'introduction, la question sur le schéma d'études, c'est toujours pareil. La question sur la rando, elle est inévitable. La question sur le nombre de sujets nécessaires, elles se ressemblent toutes un petit peu. Donc, à force d'en bouffer des sujets de type ECN, ça finit par rentrer. Et puis voilà, avec un peu de chance, les profs vous font ça sur des articles intéressants et du coup, ça permet de faire avancer un peu les choses. Nous, on a fait là, les quatrième années, ils viennent de passer leur examen. C'était sur l'article, tu sais, hydroxychloroquine versus standard of care dans le Covid, dans la Ouais, Covid. sur le New England. Ouais, voilà. Donc c'est pas mal parce que ça permet de briller en plus un peu dans les dîners. Donc voilà. Je sais pas. Ensuite, est-ce qu'on attend d'un étudiant en deuxième cycle qu'il ait des alertes PubMed et qu'il lise régulièrement la littérature? Moi, je crois qu'il faut pas pervertir les objectifs de l'épreuve. Votre boulot là, c'est d'apprendre les bases du métier. Donc ça se trouve dans les bouquins, même si à nouveau, hein, je l'ai dit il y a pas longtemps, si le référentiel rouge il n'a pas tout à fait la même virgule que le référentiel bleu, globalement si vous en avez appris un des deux, vous aurez quand même des bases. Ensuite le reste c'est de la controverse, donc ça sera discuté avec vos collègues sur le terrain. Et puis pour la LCA, c'est apprendre à comprendre l'article. Vous savez, déjà, si des étudiants, enfin, vous vous rendez pas compte parce que vous êtes en plein dedans, mais vous avez un niveau qui est un milliard des années-lumière de ce que moi ou Nance on a pu avoir au début de notre internat. Enfin voilà, moi je suis pas sûr que quand j'ai commencé mon internat, je savais que une étude observationnelle c'était moins bien qu'un essai randomisé. Je suis pas sûr que j'aurais été capable de dire regardez il y a un essai clinique qui montre que l'hydroxychloroquine ça fait rien. Mais oui, mais là il y a une étude observationnelle sur 10 000 malades qui montre que ça marche. C'est mieux, il y a plus de malades. Des choses comme ça qui peuvent vous paraître complètement dingues et donc il faut quand même se rendre compte du chemin parcouru. La progression entre le début et la fin de quatrième année sur la lecture d'articles, elle est dingue, hein. Elle est dingue pour les Je pense étudiants. on est plus exigeant avec les étudiants aujourd'hui. C'est pour ça que finalement, on s'adapte. On leur en demande toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et ce qui fait qu'on a l'impression. Enfin, déjà, je pense on peut pas comparer, comme tu dis, les référentiels de nous, ce qu'on nous demandait et ce qu'on demande aujourd'hui aux étudiants. Et on peut surtout pas faire le parallèle de dire ouais, les étudiants maintenant, ils n'arrêtent pas de se plaindre et tout, sachant qu'effectivement, moi, je partage ton avis sur. Il y a un niveau de connaissance et un niveau il y a un tel niveau aujourd'hui que c'est assez hallucinant. Les étudiants, ils arrêtent pas de se plaindre, c'est un fait. Mais après, c'est pas nouveau. On s'est probablement plaint autant déjà. Et deuxièmement, ils ont parfois des très bonnes raisons de se plaindre. Et enfin, le coup de se plaindre et de râler collectivement, ça fait partie du truc et c'est thérapeutique. C'est aussi pour ça que c'est dur en ce moment parce que d'habitude, les étudiants, ils ronchonnent entre eux sur nana, machin, truc qui est pas. Et puis faut laisser faire parce que c'est thérapeutique. Alors quand c'est pour des trucs importants, on essaye quand même de changer des choses, mais voilà, je pense que ça, c'est aussi un truc qui manque de pouvoir se retrouver en amphi pour pouvoir gueuler parce que machin il est encore venu en retard, bidule il s'est pas dessiné ou ça fait chier quoi, voilà. Ouais. Et On ne respecte pas, monsieur. La question sur les collèges, alors ça ne s'applique pas trop en LCA, mais globalement, là, il y a la réforme de l'ECN de 2022, là, avec les niveaux de rang ABC. Clairement, je pense que pour tous ceux qui passent l'ECN avant, quels que soient les collèges que vous allez avoir, les compétences seront toutes dedans. Je sais, enfin, moi, je vais parler pour le collège que je connais. D'ailleurs, le collège de néphrologie a fait une mise à jour, enfin un point sur le site en expliquant les différentes compétences et le programme pour les différents ECN. Donc, vous pouvez vous y référer pour la néphrologie. Je pense que l'ensemble des collèges de spécialité doivent faire la même chose, c'est-à-dire dire exactement ce qu'il y a dans leur nouveau collège et ce qui doit s'appliquer aux différentes réformes. Globalement, les référentiels de rang A et B pour les ECN 2022, vous allez avoir dans les nouveaux collèges en tout cas dans le collège de néphro, les items de rang C qui sont normalement pas au programme, enfin en tout cas qui sont pas imposables dans la réforme, mais qui seront probablement valables pour les ECN de cette année. Donc si vous achetez le nouveau collège de néphrologie, je pense que vous aurez
tous les éléments comme les anciens collèges pour travailler. Donc, vous pouvez travailler sur les nouvelles ou les anciennes versions Vous pour pourrez, les gestions. vous pourrez découvrir des items aussi indispensables pour la pratique clinique que les néphrites interstitielles chroniques. Ah, voilà, ah ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Alors, je sais pas, parce que du coup, étant donné que je suis un peu loin, j'ai pas du tout d'habitude. Il y a toujours deux, trois collèges qui traînent dans les services et du coup, j'aime bien les feuilleter pour voir un peu ce qui a changé. Là, j'ai pas du tout le dernier, donc c'est très difficile de vous répondre sur ce qui a changé dans le nouveau collège de néphro. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la néphro, elle n'a pas changé. Donc, les concepts de base et les trucs de base qui vous seront demandés pour la compréhension, ça ne changera pas. Ce sera peut-être écrit en vert plutôt qu'en bleu. Donc, faut pas trop vous inquiéter. Je pense qu'il y a déjà assez de boulot pour retenir la base de chaque spécialité pour aller tirer dans les coins. Mais bon, je comprends que ce soit une question qui soit légitime, auquel il n'y a pas forcément de réponse. Bon, ben voilà, c'est bientôt fini. Là, on arrive dans les dernières minutes du live. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu éventuellement ou alors est-ce que toi, tu as des choses un petit message peut-être à faire passer à nos étudiants pendant cette période un peu difficile de Covid qui dure un petit peu et on espère qu'il va se terminer rapidement? Il faut acheter mon bouquin parce qu'effectivement, Parce qu'il y a un remède contre la Covid dedans. ça peut vous aider. Et à la page 28, il y a effectivement un remède contre la Covid-19 La recette que du le remède miracle. gouvernement ne veut pas que vous connaissiez parce qu'il est pas cher. Il faut que tu fasses plus de vidéos de LCA, on te demande. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas acheté de balance depuis que je suis aux USA, donc je ne sais pas combien de kilos j'ai pris. Donc non, je peux pas faire plus de vidéos LCA parce que parce que d'abord le studio dans lequel je faisais est plus accessible, donc je vais essayer. Et puis j'étais un petit peu pas trop sur les réseaux sociaux en ce moment parce que je dois m'occuper d'organiser l'enseignement localement. Et puis et ça a été très galère ce début d'année pour plein de choses. Et puis parce que je suis chef de service de mon service là depuis 10 jours et que c'est chiant et que voilà et que ça demande de faire plein de trucs que j'ai pas envie de faire mais qu'il faut quand même que je fais. Que voilà. Donc mais j'aimerais bien oui, je vais faire de mon mieux pour en faire un petit peu plus. Et puis voilà. Pour la biostat, il y a Doc Vlad là, qui a déjà posé plusieurs questions là-dessus. Je pense que non, il n'y a pas besoin d'être incollable en biostat. Il y a quelques trucs qu'il faut connaître, mais franchement, c'est pas le cœur du sujet. Normalement, les connaissances que vous avez eues en premier cycle en biostat qui vous ont passionné, et je sais que vous avez tout retenu, ça suffit largement. Plus sérieusement, il y a des 2-3 choses de base. Ça tient en 2 pages, à mon avis, ce qu'il faut connaître en biostat pour les principes d'un test d'hypothèse, tout ça, c'est des choses qu'il faut connaître. Après, est-ce qu'il vaut mieux un modèle de Cox, un modèle de Weibull est-ce qu'il faut utiliser la correction de Bonferroni, la correction de Peto-Sidac, je sais pas quoi. Tout ça, c'est des choses dont il faut connaître le principe. Voilà, quand il y a plusieurs tests, il faut faire attention au risque alpha. Quand c'est dépendant du temps, c'est tel type de test. Quand c'est pas dépendant du temps, c'est tel type de test. Il faut savoir ce que c'est qu'un petit P. Mais franchement, non, il n'y a pas ça d'être incollable en biostat pour être bon en compréhension d'article. Clairement, je ne le pense sincèrement pas. Après voilà, pour le reste, ben écoutez, moi ce que je dis, ce que je dis aux étudiants, je suis alors, je vois que les gens qui viennent me voir dans mon bureau parce que ça va pas, je me rends bien compte que c'est une vision très parcellaire des choses. Il y a probablement des gens qui souffrent et qui viennent pas. Et il y a aussi probablement peut-être pas mal de gens qui vont bien. Enfin, j'espère quand même. Et souvent les gens qui vont pas, l'impression que j'ai, c'est qu'effectivement ils se font une montagne de choses enfin la préoccupation sur est-ce que je veux être un bon médecin ou pas, elle est bien sûr elle est importante, mais en 4e année ou même en 5e année de médecine, c'est le questionnement, c'est encore trop lointain pour que vous puissiez répondre à cette question. Et surtout, la réponse à cette question, elle sera apportée beaucoup plus par votre façon d'être que par ce que vous savez, en vrai. Exactement. C'est-à-dire,
vous pouvez avoir quelqu'un qui connaît tout par cœur, mais qui vous est considéré comme un mauvais parce que il se remet jamais en question, il ou elle se remet jamais en question, et il ou elle n'est pas capable de gagner la confiance des malades, quelle que soit la raison. Et donc, quel que soit son niveau de technique, eh ben, ça sera un mauvais parce que voilà. Quand on est un très mauvais, qu'on n'a pas envie de faire ce qu'on fait et qu'on est très mauvais sur le plan relationnel, c'est compliqué de progresser. Alors que ne pas avoir appris par cœur les causes des néphrites chroniques interstitielles, ça, a priori, si on a besoin, ça peut se rattraper. Donc il faut se détendre avec ça. Vraiment, bah nous, on voit bien avec les internes. Je sais pas si tu as la même vision. Pour moi, la différence entre le mec à qui je fais confiance et le mec à qui je fais pas confiance, c'est l'humilité du gars et sa capacité à se remettre en question. Clairement. Franchement, clairement. Si, En fait, c'est la clé. Hein. C'est la clé de tout, je pense. Honnêtement. C'est ça qui fera que vous serez des bons médecins. C'est vraiment, je pense, c'est arriver à savoir quelle est la limite de sa connaissance, arriver à demander de l'aide quand on en a besoin, et effectivement, arriver à gagner la confiance de ses collègues, c'est probablement ce qui est le plus important. Effectivement. voilà. Alors après, effectivement, si on a ça, mais qu'on est une vraie burne en théorie, ça peut potentiellement être problématique. Ouais, donc, N'empêche que, ouais. C'est vrai, n'empêche que raison. on s'épanouit tous dans un, mais même les internistes, hein, pour le quotidien, on s'épanouit tous dans un carcan de connaissances qui recouvre finalement une petite partie de la médecine. Le quotidien d'un service de médecine interne, c'est quelques maladies, qu'on gère, des maladies rares, mais il y a le quotidien de service, c'est quoi? C'est l'hyponatrémie, l'ACFA, je vous dis en vrac des items qui servent tous les jours, pneumopathie, infection urinaire, euh, malaise, chute chez la personne âgée, etc. Bon, voilà. Et puis des comme ça, il y en a probablement une quarantaine. Et puis s'il y a un truc qui sort de ce carcan-là, ben on fait comme tout le monde, on va sur Internet. Fait que si vous croyez, là on a eu un malade avec une hypothermie chronique. Alors j'avais quelques vieilles notions parce on avait présenté une fois ça quand j'étais interne, mais là, il y a le syndrome de Shapiro qui est l'hypothermie chronique. Donc je suis allé revoir ce que c'était. J'ai regardé la liste de tous les médicaments qui prenaient une hypothermie chronique. Je suis allé voir la liste des endocrinopathies, puis voilà, parce que je les connaissais pas par cœur. Et bon, bah voilà, ça fait partie du job. Ben oui, non, mais c'est ça. Les connaissances, de toute façon, les référentiels, on peut toujours s'y référencer a posteriori. Par contre, la capacité à synthétiser ces connaissances, se dire, tiens, là, je suis face à un problème que je comprends pas. Là, je pense que je fais le mauvais diagnostic. Ou alors là, le patient a vraiment quelque chose de grave. Il faut que j'en réfère à un spécialiste d'organes. Ben, je veux dire, quand vous êtes aux urgences, on vous demande pas de savoir gérer toutes les pathologies de la Terre. Par contre, on va vous demander, par exemple, de savoir reconnaître un syndrome, les prémices d'un truc grave, comme un lymphome, un cancer, un truc. Dès qu'il y a un truc grave, on va dire, bah, tiens, là, ça c'est grave, faut que je le garde, faut que je fasse tel examen, faut que j'en parle à un spécialiste. Finalement, ce sera beaucoup plus de valeur que de poser le diagnostic de leucémie lymphoïde chronique aux urgences, quoi. Enfin, globalement, ça, personne le fait. En Sauf plus, les internistes, évidemment, mais bon, après, voilà. oui, voilà, oui, c'est le Ah, job. n'est pas interdit. Enfin bon, en tout cas, voilà, merci. En tout cas, je pense que là, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Merci d'avoir joué le jeu. Donc vous voyez que on peut le parcours d'un professeur, Alors tous les professeurs ont pas ce parcours-là, mais bon. Oui, en fait, surtout, c'était pas la partie la plus spécifique du parcours hospitalo qu'on a évoqué, si je peux me permettre. Non, bah, ça c'est un autre live qui pourrait être intéressant. Ça se passe quand même beaucoup après l'internat, quand même. Hein. Exactement. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire qu'il n'y a rien qui se décide pendant les études et que les études, c'est fait aussi pour découvrir un peu les choses et puis prendre un peu de temps pour faire. Et puis pour grandir dans sa vie et dans sa tête, c'est une période où il faut aussi prendre du temps pour découvrir des trucs qu'on aime faire, pour ne pas lâcher, je sais pas moi, la guitare, l'aquaponie, le sport, tout ce que vous voulez, parce que le problème des médecins,
qu'on a, c'est que on se dit faire un gamin pendant l'externat. Si après il faut trouver la bonne personne, tout ça. Mais enfin, ah non, on peut pas à l'externat, c'est trop compliqué. Ah pendant l'internat, ah non, l'internat trop de travail. Après je vais être chef de clinique. Ah bah non non. Alors, du coup qu'est-ce qu'on fait? On attend tous d'avoir 40 ans et d'être titulaire pour commencer à faire des trucs en dehors du boulot. Ben non, on n'est pas là pour survivre à côté de notre métier. On est là pour faire son métier correctement. Il faut être épanoui. Donc pour être épanoui, il faut avoir d'autres centres d'intérêt que son boulot. Et donc, ça peut être la musique, ça peut être toute autre forme d'art, le sport, tout ce que vous voulez, la vie sociale, les voyages, bref. Voilà, on n'est pas là pour. Je vous dis, pour votre boulot, c'est pas votre vie, c'est une partie de votre vie. Et le reste du temps, vous n'êtes pas au boulot, il faut pas survivre, il faut être voilà, il faut rencontrer des gens et tout ça. Enfin, bon bref, c'était peut-être ça le mot de la fin, mais je crois que c'est quand même important de le répéter. Donc voilà, faites bien attention à vous. On essaiera de continuer cette série de live pour essayer de vous présenter d'autres personnalités. Et puis voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère qu'on pourra se voir bientôt. Ouais. Et Pas comment ça se fait? Comment? Tu repasses un peu en France ou comment ça se passe? Non, pour l'instant non, parce que là, c'est un peu compliqué de voyager. On devrait être vacciné ici d'ici les semaines à venir. Ouais, mais vous, votre vaccin, il a pas de la 5G dedans et tout ça? Non, la 5G, il y a déjà ici, tu vois, c'est dans la bouffe directement. C'est dans la bouffe directement ici, il n'y a pas besoin d'être vacciné. Donc, il n'y a aucun problème. Mais bon, globalement, donc je sais pas trop. Il y a pas mal de changements là avec Joe Biden qui a été élu. Enfin, il y a énormément de choses qui vont évoluer. Donc, je sais pas trop on va dire dans les mois qui viennent, quoi. Mais on peut quand même préparer une peu. Ouais, on peut. Je découvre petit à petit pas mal de choses à faire ici qui sont très intéressantes. Mais on peut quand même en distanciel préparer une petite surprise musicale prochainement. Tout à fait. Exactement. Exactement. Je commence à m'équiper en termes d'instruments. Donc, très bien j'ai une guitare, j'ai une batterie électronique, peut-être une guitare électrique qui arrivera bientôt. Donc, il y aura de quoi faire. Bon, écoute, on se recontacte très vite à ce propos. Ça roule. Bon, écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci Hervé. Prenez soin de vous. Et puis, à bientôt pour un épisode 2. Bye bye, salut. Salut.